n'importe quel jeune qui a des idées qui sont complètement pas à la mode ou qui correspondent pas à l'ère du temps, tant mieux parce que c'est peut-être ça qui va amener justement le nouvel ère du temps. Bonjour et bienvenue à la capsule Lâche pas, persévère. Notre thème d'aujourd'hui, la mode et les stars. J'aurai 5 questions pour Thierry-Maxime Loriot, mannequin et commissaire de l'exposition Thierry Mugler, Couturissime. Thierry-Maxime, tu nous fais rêver avec tes projets fous. Quelle exposition, vraiment bravo. Mugler a habillé tellement de stars, David Bowie, Lady Gaga, Liza Minnelli, Céline Dion, Mylène Farmer, Beyoncé, Isabelle Huppert, Juliette Binoche, et j'en passe. L'exposition comporte 140 tenues qui n'avaient jamais été exposées auparavant, des accessoires, des costumes de scène, des clips, des vidéos, des archives, des croquis et, comme tu le sais, des centaines d'images de grands photographes de la mode. Et donc, ma première question, comment as-tu réussi à convaincre Thierry Mugler d'accepter cette exposition? En fait, ça s'est fait, c'est une très bonne question. En fait, ça s'est fait un peu à l'inverse parce que j'avais déjà fait une exposition sur Jean-Paul Gaultier, qui a quand même voyagé beaucoup à travers le monde de 2011 jusqu'à 2018 dans 12 villes à travers le monde. Il a été vu par 2,1 millions de visiteurs. Ensuite, j'ai fait une autre exposition sur Victor et Rolf, des créateurs hollandais, avec Peter Lindbergh. J'ai travaillé avec des chanteurs sur différents spectacles, sur beaucoup de projets différents, dont Mugler avait eu vent. Puis en fait, c'est son équipe qui m'a contacté pour me demander si je voulais faire une exposition sur Thierry Mugler, ce qui m'a surpris, pour être honnête, du premier coup, parce que Thierry Mugler, on sait tous, en fait, dans le milieu des musées, que depuis 25 ans, il a refusé le Metropolitan Museum à New York, le V&A à Londres, le Musée des arts décoratifs à Paris, Galliera aussi à Paris, tous les plus grands musées du monde. En fait, M. Mugler avait refusé de faire une exposition avec lui. Puis là, il m'a demandé, moi, qui s'appelle Thierry aussi, de faire cette exposition-là sur lui, qui était vraiment une chance inouïe d'avoir accès pour la première fois à ces archives-là, parce que personne n'avait vraiment accès à ces archives. Puis, donc, j'ai demandé à Nathalie Bondil, qui est vraiment la personne qui m'a propulsé, en fait, dans le monde des expositions, qui est la directrice conservatrice en chef du Musée des Beaux-Arts de Montréal, si c'était un projet qui pouvait l'intéresser. Puis donc, ensemble, on a travaillé à développer ce projet d'exposition-là, qui a commencé à Montréal, au Musée des Beaux-Arts l'année dernière, qui était au Kunsthal de Rotterdam jusqu'à tout récemment, puis qui va ouvrir prochainement à Munich, puis ensuite à La Paix. Et comment s'est passé le lancement officiel, la première journée du lancement de l'expo? Pour moi, les lancements, c'est les plus belles journées, mais aussi c'est des journées, en fait, qui sont tellement intenses parce qu'il y a des journalistes, il y a plein de gens qui viennent, tout le monde veut parler, veut parler de l'exposition, donner leurs commentaires. C'est très positif, mais c'est comme une grande vague qui nous emporte. Puis c'est sûr que le retour était quand même super positif pour l'exposition Mugler. Puis il y a quand même eu près de 300 000 visiteurs, ce qui en a fait, en fait, le Art Newspaper a sorti les chiffres la semaine dernière. Quand même, l'exposition numéro 1 au pays, au Canada, pour l'année 2019, la 9e plus visitée aussi dans la catégorie mode design dans le monde. Puis le soir d'ouverture, c'était un grand cirque, comme tous les expos de mode sont toujours un grand cirque, mais surtout parce que on a eu la visite de Kim Kardashian, qui est venue en jet privé de Los Angeles juste pour soutenir l'exposition, pour voir M. Mugler. Elle est habillée en Mugler, puis il l'avait habillé aussi pour le Met Ball quelques mois plus tard. Donc, c'était vraiment, je pense, un grand coup publicitaire dans un sens pour le musée de pouvoir avoir cette nouvelle Marilyn des années 2000 avec ses 160 millions de followers, que je trouvais bien dans un sens parce que moi, j'ai pas 160 millions de followers. Personne n'a 160 millions de followers. Maintenant, tout le monde connaît Thierry Mugler puis sait qu'il y a une exposition sur lui qui se promène partout à travers le monde. Donc, merci, Kim. On va lui dire, on va lui passer Ouais. le message. Et ça m'amène à ma deuxième question. Exporter une idée à l'international. Oui. L'exposition est née à Montréal, au Ouais. Québec. Elle est Ouais. allée à Rotterdam, aux Pays-Bas. Elle ira bientôt en France, à Paris, et en Allemagne, à Munich. Qu'est-ce que ça implique d'exporter une si grande exposition d'un pays à l'autre?
Ben, en fait, quand on se fait une exposition, même si c'est des très grandes expositions, ça demeure quand même des équipes qui sont assez restreintes. Parce que si on met trop de gens pour travailler sur le même projet, là, on peut devenir un peu mêlé de qui fait quoi. Donc, il y a toujours un commissaire ou plusieurs commissaires. Moi, pour l'exposition Mugler, je suis le commissaire. Nathalie, c'est la directrice. Donc, elle conçoit aussi, elle voit toute la direction artistique. Je travaille avec Sandra Gagné aussi, qui est une scénographe du musée, qui est l'architecte du musée, qui travaille aussi à la production des expositions. Donc, il y a quand même toute une équipe qui est mise en place au Musée des Beaux-Arts qui font quand même des expositions depuis 150 ans. Donc, pour ça, on est assez chanceux d'avoir une expertise unique. Puis, donc, de créer ces expositions-là qui voyagent partout à travers le monde, pour moi, c'est une fierté. Comme quand je travaille sur la direction artistique d'un spectacle avec Rufus Wainwright, qui vient de Montréal. Moi, je viens de Montréal, je fais ses décors, ses costumes. Puis on se promène, on fait des spectacles à l'Olympia à Paris, au Japon, en Australie, partout, mais c'est un produit québécois. Comme l'Expo Mugler, en fait, tout est conçu à Montréal, que ce soit les collaborations avec Rodeo FX qui font tous les effets spéciaux dans une des salles, les Métamorphoses. Les Rodeo FX sont basés dans le Vieux-Montréal. Ça a été créé par Sébastien Moreau et Isabelle Langlois. Puis c'est eux qui ont fait tous les effets spéciaux pour Games of Thrones. Ils ont fait les films Star Wars, ils ont fait Arrival, Blade Runner, plein de téléséries, Stranger Things, c'est eux. C'est basé dans le Vieux-Montréal. C'est eux qui font tous ces effets spéciaux-là. Même chose pour Michel Lemieux, avec 4DR, qui ont fait l'hologramme dans l'ouverture de l'exposition avec Lady Macbeth qui prend en feu, qui est quand même une grande première mondiale d'avoir ça. L'exposition Mugler qui va être à Paris, c'est quand même incroyable. On a eu le Grand Palais avec Jean-Paul Gaultier, puis on va avoir le Musée des Arts décoratifs dans l'aile du Louvre à Paris l'an prochain. Troisième question, parlons de créativité. Comme tu le sais, chez Fusion Jeunesse, nous avons un programme nommé Relève Mode dans Oui. plusieurs établissements scolaires. Tu étais d'ailleurs juge il y a quelques années. Oui. La question, comment trouves-tu la mode d'aujourd'hui et comment les jeunes qui sont si créatifs pourraient la transformer ou l'influencer? Je pense que la mode, elle va toujours être intéressante, mais je crois que le système de la mode est appelé à changer parce que les jeunes, la jeune génération, je crois maintenant est beaucoup plus sensible par rapport à l'exploitation dans des pays du tiers-monde, par rapport à la main-d'œuvre, au gaspillage. Je pense que c'est vraiment des sujets qui sont importants, au recyclage, mais aussi de consommer intelligemment. Donc, je pense que les jeunes vont vraiment apporter aussi une nouvelle façon de consommer au-delà du design. Je pense vraiment que le problème de base, c'est de voir qu'est-ce qu'on va offrir. Donc, je pense que les jeunes, si ils construisent en fait un idéal mode en fait à travers leur propre mode en se disant, ben moi, ma mode, ça va être ça. On n'a pas besoin de suivre les calendriers de la semaine de la mode ou de faire un défilé à Paris, à New York ou à Londres pour faire partie du système de la mode. Je pense qu'on peut le faire à une échelle locale, avoir une carrière internationale. Il y a des gens comme Erdem, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est un designer qui vient de l'art des ormeaux, qui a une carrière à Londres. Il y en a plein qui ont des carrières internationales dans le domaine de la mode. Puis, je pense en fait, au niveau de la mode en ce moment, je pense qu'il est important, c'est d'être différent. Ce que les gens veulent faire, puis je pense que c'est souvent l'erreur des jeunes, c'est qu'ils veulent faire ce qui est à la mode. Et en faisant ce qui est à la mode, ils font juste doubler, tripler, quadrupler la même chose qui est faite ailleurs. Ils veulent faire un truc dans le style de Balenciaga ou dans le style de vêtements ou de Off-White, parce que c'est ça qui est à la mode. Mais la mode, ça le dit, hein, c'est des cycles. C'est des cycles de 7 ans, 10 ans, 20 ans, puis tout redevient toujours à la mode. Donc, je pense qu'au rythme où ça va, c'est la raison pour laquelle des couturiers comme Thierry Mugler, Jean-Paul Gaultier, Victor Herolf, avec qui j'ai travaillé les trois, ont arrêté de faire du prêt-à-porter parce qu'en fait, le rythme est tellement effréné qu'entre le temps où, en fait, ils ont l'idée, ils dessinent une collection, les idées de la collection, ils font des prototypes, ils font le défilé, ils font la production. Il y a quand même 12 à 18 mois entre l'idée puis le temps que ça se retrouve en boutique. Donc, même des fois, il me disait, entre le temps que j'ai eu l'idée et que ça se retrouve en boutique, quand ça se retrouve en boutique, j'aime même plus ça. Donc, je pense que maintenant, ce qui va être plus important, ça va être d'offrir des collections, en fait, un peu en continu, pas nécessairement selon les saisons, mais vraiment de créer un vêtement qui est unique, qui est intemporel. Puis, la haute couture, qui sont des pièces uniques, je pense qu'elle fonctionne toujours bien, qu'elle existe toujours parce qu'en fait, elle innove par rapport aux idées. Donc, je pense que cette idée-là, en fait, d'innover, de faire quelque chose qui est différent,
c'est ce que les gens vont vouloir dans le futur. C'est pas de réavoir encore un autre sweatpants fait de telle façon ou les mêmes utilisations que d'autres couturiers font déjà. Je pense que ça va être c'est une force, hein, la différence. Puis je pense que c'est quelque chose qui est assez difficile quand on est plus jeune, de comprendre en fait que l'individualisme, c'est quelque chose, c'est une force, puis il faut vraiment l'exploiter. Donc, je pense n'importe quel jeune qui a des idées qui sont complètement pas à la mode ou qui ne correspondent pas à l'ère du temps, tant mieux, parce que c'est peut-être ça qui va amener justement le nouvel ère du temps. Est-ce que Thierry Maxime a déjà été démotivé dans sa vie? Et si oui, comment as-tu surmonté cette épreuve? Oui, et très souvent. Mais en fait, je pense que la clé de la motivation et de la démotivation, je crois que c'est important, en fait, d'être démotivé parfois. Je pense des fois que des pires situations, moi, j'ai toujours eu le meilleur qui en est ressorti. Je crois que c'est difficile quand on est dans une situation difficile où on ne sait pas ce qu'on veut faire. Moi, j'ai commencé, je voulais devenir architecte. Je suis devenu mannequin par accident. Quand j'ai été mannequin, c'est une carrière qui allait bien, que je ne savais pas où elle pouvait me mener. Je pense que c'est la première clé du succès, c'est de croire en fait en ce qu'on fait. Je pense que si tu es capable de bien expliquer ton travail, de pouvoir le comprendre, le faire valoir aux autres personnes, déjà, c'est une valeur qui est unique parce qu'il y a beaucoup de gens, en fait, qui ne sont pas capables d'expliquer, en fait, pourquoi ils ont fait tel vêtement, en quoi ça fait référence, quelle était l'idée derrière. S'il y a une démarche, en fait, qui est intelligente, déjà, ça, en fait, ça fait avancer des processus. Donc, je pense que la démotivation va venir souvent si les gens n'ont pas de système de support. Donc, je pense que c'est important de bien s'entourer. Puis, je pense aussi, peut-être la chose la plus importante, c'est de ne pas avoir peur de prendre des risques ou si quelqu'un nous offre une idée ou de travailler avec. Je pense que des fois, ça vaut la peine, même si c'est hors de nos sentiers battus ou de notre zone de confort, des fois, de prendre des risques ou des risques calculés ou de tenter une chance dans quelque chose qui nous est inconnu. Des fois, ça peut apporter des choses quand même assez merveilleuses. Moi, je dirais aux jeunes, en fait, croyez en ce que vous faites, puis essayez aussi, si vous avez personne qui vous soutient, même parfois, il y a des gens, moi, qui me contactent énormément à travers Instagram, sur Facebook. Moi, je réponds à tout le monde. Je me dis, quand j'étais jeune, j'aurais tellement aimé avoir un modèle qui me dise oui. Ah, c'est bien, c'est ci, c'est ça. Peut-être que tu peux le présenter à telle personne. C'est important, en fait, d'avoir cette, cette aisance-là, en fait, d'aller contacter des gens même si la personne est connue, juste de dire Hey, j'aime ton travail, veux-tu juste regarder le mien, une petite phrase, un petit commentaire. Puis les gens répondent. Moi, si n'importe qui m'écrit, je vais répondre. Donc, faut pas se démotiver. Il faut penser que le meilleur va ressortir du pire. Si tu avais la chance de parler à un jeune qui se sent présentement démotivé, que lui dirais-tu en quelques mots? Un jeune qui est démotivé en ce moment, je pense qu'ils sont démotivés parce qu'ils manquent d'encouragement. Mais je pense qu'à l'intérieur de chacun, je pense qu'on est capable de trouver cet encouragement-là, en fait, en voyant d'autres modèles. Je pense que c'est important de lire sur les histoires d'autres personnes, de s'informer, d'être curieux. Moi, j'ai toujours eu cette curiosité-là, puis pendant longtemps, je me demandais où va pouvoir me mener cette curiosité-là, que ce soit quand j'étais mannequin. Je voulais pas être mannequin, mais je trouvais que c'était un métier qui était fascinant par rapport à tout ce qui était l'arrière-scène, de rencontrer les ateliers de couture, de rencontrer les photographes, les gens qui travaillent pour les magazines. Puis finalement, d'avoir rencontré tous ces gens-là, c'est ce qui me permet de faire mon métier maintenant. C'est ce qui me permet de faire des livres, de faire des expositions avec des photographes qu'aucun musée sont capables d'avoir dans leur musée. Finalement, ce que je croyais toujours qui serait vraiment pas utile, même de regarder les vidéoclips à Musique Plus à l'époque pendant des heures et des heures, mais ça a développé aussi mon œil par rapport aux vêtements, parce que le vêtement, la mode m'a toujours intéressé. Maintenant, quand vous venez dans mes expos, vous allez toujours voir un clip de Madonna ou de Lady Gaga où je me souviens des vêtements, parce que la mode est toujours important aussi dans la culture populaire. Donc, il ne faut pas négliger des fois des petits éléments, que ce soit de comment on lit un magazine, sur quoi notre œil va aller, qu'est-ce qu'on va se souvenir. Parce que tous ces petits détails-là, finalement,
permettent de construire qui on est, puis permettent de construire, en fait, notre futur. Donc, vraiment, peut-être d'être plus attentif à tout ce qui nous entoure, à ce qui nous intéresse. Puis ça permet de mieux définir, en fait, une passion. Je pense que n'importe quel travail ou n'importe quelle personne passionnée va réussir si cette personne-là vraiment exploite sa passion, puis ses connaissances, puis les fait découvrir aux autres personnes. Merci Thierry Maxime et bravo pour tout ce que tu fais, la folie derrière tes projets. Merci à toi. Il faut plus d'idées folles et j'ai hâte de te revoir en personne. Moi aussi. À bientôt. Merci, hein? Ciao. Merci. Ciao. Bye.